Les conflits dans la région du Sahel et leurs conséquences sur le développement. Malgré les efforts considérables déployés à l'échelon local et international en faveur de la stabilisation du Sahel, qui s'étend de la Mauritanie au Soudan et compte quelques 150 millions d'habitants, la sécurité va en se détériorant. L'insécurité se propage à travers de frontières poreuses et a des conséquences dramatiques pour les populations. Non seulement les conflits qui y sévissent appauvrissent encore une région frappée par la misère, des inégalités et une exclusion sociale et politique endémique, mais ils ont provoqué un afflux massif de milliers de déplacés internes, IDP, et de réfugiés qui cherchent à se mettre à l'abri dans les pays voisins ou, plus loin, au Maghreb ou en Europe. Nous vous invitons à écouter cet expert, qui nous propose des solutions pour régler cette crise. Il s'exprime peu, mais porte un regard d'expert sur la crise multifactorielle au Sahel. Djibril Bassolé, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, cette région dont on a parlé il y a quelques secondes, le nord du Mali, vous la connaissez bien. Vous y êtes allé en 2012. Oui, oui. Et vous y avez rencontré ce qui était à l'époque les groupes armés et notamment le chef du groupe en Sardine. Iyad El-Ghali, oui, oui, tout Voilà. à fait. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour que, malgré les médiations, malgré les divers dialogues, le Mali se retrouve aujourd'hui dans la situation qu'on connaît? Oui, alors, je pense que quand la rébellion arabo-touareg a éclaté, il y a eu des efforts de médiation, d'abord par la CEDEAO, à travers la médiation du Burkina Faso, pour ramener une certaine accalmie et permettre au moins que l'élection présidentielle, à cette époque, se déroule dans de bonnes conditions sur toute l'étendue du territoire malien. L'accord préliminaire a été signé et c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'étais allé moi-même à Kidal pour rencontrer Iyad El-Ghali, qui ne s'est jamais déplacé, hein, il n'est jamais venu au Burkina. Mais en tant que signataire de l'accord de Ouaga, la médiation avait l'obligation d'établir le contact avec lui. Ça a été fait. Pour ce qui concerne l'accord préliminaire, les choses ont été relativement bien exécutées puisque l'élection présidentielle s'est tenue effectivement sur toute l'étendue et le président Ibeka a été élu. Puis par la suite, évidemment, pour les questions de fond, le Mali a préféré la médiation algérienne. C'est comme ça que nous nous sommes tous déportés à Alger pour prendre part à ces pourparlers de paix. Et moi, je l'ai fait à l'époque pour le compte de l'OCI en réalité. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné précisément, selon vous? Alors, je pense que l'accord de paix, comme tous les accords, hein, avait quelques difficultés de mise en œuvre, mais qu'à cela ne tienne. Parce qu'au fond, on n'attend pas que tous les problèmes soient réglés d'un coup de baguette magique. Mais la présence de la MINUSMA, la force impartiale internationale, servait quand même de garant de la mise en œuvre de ces dispositions. Lorsque le gouvernement malien a demandé son départ, les Nations Unies ont accédé à cette demande, mais les mouvements armés ont considéré que c'était une manière de tourner le dos complètement à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Mais en plus, comme il y a eu quelques attaques, des attaques dues au positionnement, du coup, on est reparti comme en 2012, c'est-à-dire des affrontements armés très meurtriers entre l'armée nationale malienne et les forces armées, les mouvements Touareg. On peut considérer en ce moment que l'accord d'Alger est enterré. Est enterré. Et justement, sur le terrain, en effet, les combats ont repris. Est-ce que vous considérez que cette lutte entre l'armée malienne et les Touaregs favorise l'implantation des mouvements terroristes dans le nord du Mali et au Sahel plus largement? Absolument. Vous savez, l'insécurité, le djihadisme, le terrorisme se nourrit en fait de l'instabilité. C'est une guerre de trop à mon avis. La guerre entre la SEMA et l'armée malienne est une guerre de trop. Et certainement que les groupes djihadistes vont d'une manière ou d'une autre en tirer profit. Et nous n'avions pas besoin de cette guerre. Moi je crois que le plus tôt on pourra trouver un arrangement, des accords pour arrêter au moins cette guerre entre les mouvements armés Touareg et le gouvernement de Mali, ça serait bien pour la sérénité. Alors, j'ai une question.
Pendant votre pays aussi, hein, le Burkina Faso est frappé de plein fouet par le terrorisme depuis 2015. Quel était le savoir-faire de Blaise Compaoré qui a fait que pendant ces 27 années de pouvoir, au fond, le Burkina Faso a été pratiquement épargné par le terrorisme? D'abord, le phénomène terroriste tel il existe aujourd'hui n'existait pas à cette époque, hein. Nous avions les mouvements armés séparatistes du Nord Mali et le Burkina était impliqué comme pays médiateur. Donc le phénomène djihadiste tel qu'on le connaît aujourd'hui a commencé dans les années 2015 et s'est aggravé peut-être en 2017. Donc le Burkina n'a pas connu cette période de propagation du phénomène djihadiste. Tant mieux, j'allais dire. Bon, mais même si le phénomène avait existé, je pense que par le contact et le dialogue, nous aurions pu au moins mieux circonscrire le phénomène et éviter que, évidemment, toute la région ne s'embrase de cette façon. Alors, j'ai envie de vous demander comment, justement, parce que certains pays, comme par exemple la Mauritanie, hein, actuellement, sont relativement épargnés par le terrorisme. Selon vous, quelle est la bonne feuille de route dans la région pour que des pays puissent se sortir de ce fléau ou l'éviter? La bonne, oui, c'est déjà la prévention. La prévention, c'est-à-dire bien travailler le renseignement, éviter que les conditions de propagation de ce phénomène ne soient créées dans un pays. Il y a aussi les questions de gouvernance et d'anticipation. Bon. Mais une fois que le phénomène a commencé, il faut l'évaluer avec beaucoup de rigueur. Je pense que c'est ce qui a manqué dans la plupart des pays qui considéraient le phénomène comme un phénomène importé ou simplement manipulé par l'extérieur. Ils ont manqué de faire des évaluations beaucoup plus rigoureuses et de diagnostiquer les vraies causes internes qui font que finalement une partie de nos populations, surtout les jeunes, adhèrent à ces mouvements djihadistes que je considère d'une certaine mesure comme en fait des insurrections armées locales ou régionales. Le Burkina Faso est dirigé par des autorités de transition. À votre avis, est-ce qu'elles sont sur la bonne voie pour régler ces questions terroristes? Alors, sur la question de la lutte contre le terrorisme, le tout militaire tarde à produire des fruits, hein, c'est sûr. Personnellement, j'aurais recommandé fortement, pour limiter les dégâts, que le dialogue soit établi avec les nationaux, ceux qui s'enrôlent dans les mouvements djihadistes pour des raisons qui leur sont propres, pour des raisons de gouvernance, des raisons locales. Alors, la confrontation militaire fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, nous avons plus de 2 millions de personnes déplacées, 6 000 écoles fermées. Il y a un désastre humanitaire qui, en fait, crée beaucoup de préjudices à nos populations. On ne peut pas dire aujourd'hui que la stratégie, l'approche de résolution de ce conflit a été un grand succès. Il faut probablement revoir la copie parce que les militaires sont exposés et c'est par dizaines qu'ils sont tués lors des attaques. Je ne suis pas sûr qu'en contrepartie de tuer quelques djihadistes par-ci par-là, puisse amener en fait le pays à se débarrasser complètement du phénomène. Il est nécessaire aujourd'hui de changer complètement de stratégie, de voir comment on peut allier le dialogue à la force et à la présence militaire sur le terrain. Vous parlez du renseignement et vous parlez aussi du contexte politique et géopolitique. Vous avez vu les images du général Al-Bourhan à la tribune de l'ONU, le Soudan, qui est un pays en guerre. Est-ce que pour vous, c'est aussi un foyer de déstabilisation majeur pour le continent africain? Le général Bourhan qui évoquait un risque de débordement à d'autres pays. Absolument. Absolument. Je considère personnellement que le Soudan, la guerre au Soudan, est une seconde poudrière pour les pays du Sahel, comme l'a été la Libye à l'époque. Parce qu'au fond, les frontières sont à peu près les mêmes. Hein. On a une grande frontière avec le Soudan, par le Darfour, le Tchad. Le Tchad a une grande frontière avec le Niger a une grande frontière avec le Burkina et le Mali, et ainsi de suite. Donc, en fait, effectivement, la persistance des combats et du conflit armé au Soudan va nécessairement
avoir une implication sur la stabilité des États du Sahel.